Bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de The Refreshing. Alors, cette année, on commence avec quelque chose de beau. On va commencer avec cette femme-là, cette dame-là qui aura décidé de nous ramener dans notre culture, dans nos traditions, de nous raconter comment le bien-être, mais surtout la force, la confiance en soi était construite dans nos cultures, dans nos traditions, dans notre passé, au travers de nos ancêtres, mais de notre savoir ancestral, comment en Afrique on réussissait déjà à se construire une personnalité, une culture. Elle aura mis sur pied un livre que je vous présenterai, qu'elle vous présentera tout au long de cette interview, mais surtout. Alors, comment vous allez? Bonjour, je vais très Bonjour. très bien, merci. Et vous? Magnifiquement bien, surtout que le froid est en train de partir. Ici, je sais que vous êtes du côté du Canada depuis 2012, en fait, et c'est que vous avez froid. Il y a beaucoup de froid chez vous, il fait très froid. On gère. Alors, c'était rien en ce moment lorsque l'on sait qu'aujourd'hui encore le concept en fait de mode de vie, le concept de bien-être est un concept qui est en général rattaché à la culture européenne. Alors, notre volonté était pour nous, notre volonté en vous invitant ce de réfléchir, était pour simplement que vous puissiez nous raconter d'où vient cette volonté de partager cette compétence, cette connaissance avec on va dire, avec le monde, en fait, avec la diaspora. Mais avant cela, on souhaiterait savoir quel est votre passé, qui est la femme qui se cache derrière Fatou Sarr aujourd'hui. Alors, donc, moi, je m'appelle Ndeye Fatou Sarr Seck. Donc, je suis maman. Je suis mariée et maman de 3 enfants. Donc, c'est ça. Donc, je suis une Africaine, mais je me décris comme étant une citoyenne du monde. Parce que moi, j'ai une certaine ouverture d'esprit. Donc, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, où j'ai fait mes études donc dans une école primaire du quartier. Et après cela, donc j'ai été sélectionnée parmi les 30 meilleures filles du Sénégal pour intégrer le lycée d'excellence, la maison d'éducation Mariama Ba. Donc là-bas, c'est que des filles. Donc on était à l'internat, donc du lundi au vendredi. Le vendredi soir, on rentrait à la maison et puis le dimanche, on repartait. Donc j'ai étudié au calme, dans une magnifique île, loin de la pollution, loin des grèves, loin de tout ce tralala. Et puis en 2004, j'ai eu mon baccalauréat littéraire. J'ai fait mes études en France, où j'ai obtenu donc une maîtrise en langue étrangère appliquée, avec comme combinaison de langue anglais, français, espagnol. Et puis par la suite, comme moi, parce que je voulais devenir diplomate. Donc j'ai sélectionné la formation qui se rapprochait plus de ça. Donc, et puis, j'ai fait finalement affaires et relations internationales. Donc, par la suite, comme c'était difficile de trouver du travail en France par rapport donc à mon parcours, ben, j'ai tenté tout naturellement l'expérience canadienne et je vis au Canada depuis 2012 avec ma petite famille. Expérience au Canada, il y a quelques temps déjà, vous avez lancé justement votre entreprise qui est liée à la consultation, à la proposition, je dirais, au parcours en fait d'intégration d'immigrants au Canada, si je ne me trompe pas. Alors, par rapport à ça, honnêtement, pour l'immigration, j'ai juste trouvé une petite formule, je vais le dire, donc récemment, parce que moi, je m'appelle Fatou, et puis dans le jargon de la langue Wolof du Sénégal, il y a ce qu'on appelle Fatou Fatou, qui veut dire immigrante. Et quand on dit Modou Modou, c'est le masculin. Donc j'ai dit que je m'appelle Fatou, ça tombe bien. Donc pourquoi ne pas créer ce concept? Et puis avec mon expérience en tant qu'immigrante, parce que j'ai vécu longtemps en France quand même, et puis ici au Canada, donc je peux dire que depuis que j'ai 20 ans, je suis une immigrante. Donc l'immigration, je connais les procédures et tout ça. Et puis j'ai décidé de mettre cette expérience-là au service de la communauté en créant en 2023 récemment. Donc je suis en train de finaliser les derniers réglages du site, ce qu'on appelle le carnet d'une Fatou Fatou. Donc, je réponds aux questions des gens par rapport à l'immigration parce que je vois que récemment, il y a beaucoup d'arnaques, il y a énormément de fraudes. Et puis moi, je veux mettre cette expérience-là au profit de la communauté, donner des conseils, aider les gens.
Donner des conseils, aider les gens, mais surtout se rapporter à l'expérience de l'immigrant africain. Je me rends compte dans votre parcours que vous avez vraiment connecté en réalité, vous êtes connecté, vous avez connecté votre vie, votre parcours, votre vision de la vie aux cultures africaines. Donc, on va rentrer dans votre jeunesse en fait, et j'aimerais que vous me racontiez quelle est la connexion que vous avez eue quelle est la connexion que vous avez eue avec votre culture en réalité, votre culture traditionnelle, votre culture, je dirais aussi spirituelle, parce qu'en Afrique, on est plus porté sur le spiritualisme que sur la religion, si je me trompe pas. Je voudrais savoir à quel niveau vraiment vous avez été connecté à ce monde-là, à quel niveau, à quel moment vous vous êtes senti vraiment orienté vers cette volonté-là de relever les traditions et cultures africaines dans votre parcours. Alors donc, moi, d'abord, je suis une personne qui est très, très attachée à ma culture africaine. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère, donc qui est en réalité la sœur à ma grand-mère paternelle. Donc, j'ai eu la chance donc de grandir avec elle dans la maison familiale. Donc, elle me racontait énormément, énormément d'histoires. Donc, dans mon livre, la première page lui est dédiée parce que j'ai tenu vraiment, vraiment à rendre un hommage à cette personne que j'appelle affectueusement ma bibliothèque ambulante. Donc moi, j'aimais beaucoup, beaucoup discuter avec ma grand-mère. Elle me racontait des contes, elle me racontait genre des fables, elle me racontait donc son enfance à elle. Donc c'est ça en fait qui m'a inspirée. Et puis même avec ce bagage que j'ai eu de ma grand-mère, et puis heureusement pour moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pas oubliées qu'elle m'a racontées. Et puis, elle est décédée malheureusement, donc ça fait quelques années maintenant. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, donc moi, je me suis dit, même en immigrant, je voulais garder cette partie de moi. Parce que, je vais être honnête, que l'on soit canadien, espagnol, français ou toute autre nationalité, on restera toujours des Canadiens, des Français ou des Américaines d'origine africaine. On a le sang africain. Moi, je suis très, très fière de ces origines-là. Donc, à la maison, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essaie d'adapter mon éducation à l'africaine au contexte actuel. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essaie tant bien que mal de rappeler à mes enfants leurs origines. Parce que moi, c'est ça qui me rend vivante. C'est ça, en fait, qui me rend si fière. Donc, avec mes turbans et tout ça, je vais au bureau avec ça. Je suis pas complexée. Donc, à la maison, je parle Wolof à mes enfants parce que ça, c'est très, très, très important. Et puis, ma conception de la vie, c'est qu'en fait, ce monde, pourquoi il est meilleur, c'est parce que nous sommes différents. Et c'est ces différences-là qui font que nous pouvons vivre en symbiose. Et dans la tolérance, ça, c'est très, très important. Et puis, par rapport à cette culture africaine-là, donc, je vois que de nos jours, il y a ce qu'on appelle le développement personnel, le bien-être, des choses comme ça. Mais quand on entend ces concepts-là, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est lié à l'Occident. Moi, je me dis non. Et puis, à travers mon recueil que vous voyez derrière moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pu relever des choses purement, purement africaines qui mettent en valeur ce concept de développement personnel. En revenant justement sur votre livre que vous nous présentez à l'écran, justement, nous aimerions savoir une chose. Qu'est-ce que vous définissez par le développement personnel à l'africain? Et quelles sont, selon vous, les différenciations, les différences, en fait? Parce que lorsque vous me le dites, on a l'habitude d'associer le développement personnel à la culture européenne, en fait, on a l'habitude d'associer l'expression, en fait, à la culture européenne. Je me dis, c'est un peu poussé. Donc, je me demandais, qu'est-ce que vous appelez le développement personnel à l'africain? Alors, déjà, pour définir le développement personnel, c'est très simple. Donc, moi, j'entendais ce terme autour de moi et puis je me suis dit, tiens, ça, c'est trop technique. Je comprends pas ce que c'est. En fait, moi, comment je le définis dans mon livre, c'est juste ce chemin parsemé d'embûches qui nous permettent d'accéder à ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, ça peut se définir de différentes manières. Moi, je le définis comme étant la réussite. Mais attention, ce que je souligne dans mon livre, la réussite, ce n'est pas seulement au niveau financier. Non. La réussite, c'est le bonheur. C'est de savoir qu'on a pu accomplir des choses. Si je donne l'exemple, par exemple, de Nelson Mandela. Nelson Mandela,
on peut pas dire qu'il fait partie, par exemple, des gens qui sont immensément riches, comme si on compare à d'autres pays. Mais l'héritage que Nelson Mandela nous a légué, c'est ça qui fait que Nelson Mandela est une personne qui est immensément riche. Et pour revenir à ce que vous me posez comme question par rapport, genre, comme ce que je relève dans mon livre, et qui est purement africain. Donc, mon livre est un recueil de textes en réalité, parce que j'avais créé en 2020 un blog qu'on appelle Les Lignes de Owen Saïssa. Owen Saïssa, qui est le prénom de ma mère que j'ai retourné pour que ça fasse plus original. Donc, au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte que tout ce que j'écrivais tournait autour de la satisfaction de soi, l'accomplissement de soi, la confiance en soi, le bien-être, le genre comme il faut s'entourer de gens positifs, il faut s'affirmer, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas être complexé de ce qu'on est, d'où l'on vient, de notre langue maternelle, de notre culture. Et puis, si je prends un texte qui s'appelle le développement personnel dès le bas âge, ce que j'essaie de soulever et qui est purement africain, c'est qu'en fait, au Sénégal, quand l'enfant apprend à marcher, donc dès les premiers mois là, donc quand l'enfant apprend à marcher, il y a une expression qu'on utilise pour dire tété. Et puis ça, ce sont des choses effectivement que l'enfant il réagit à ça. Et puis il y a une autre expression aussi qu'on aime vraiment dire et qui est purement africain, c'est qu'en fait quand on fait un exploit pour dire que bravo. Donc, nous, au Sénégal, on a l'expression qui veut dire Wow Kumba. Kumba, c'est le prénom féminin qui veut dire forte. Et puis, quand on dit Wow Kumba, ça veut dire bravo. Et puis, quand on dit Wow Go, ça veut dire bravo à un homme. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est purement à l'africaine. Et puis, il y a aussi une autre chose que je souligne, parce que moi, ma mère, elle vient de l'ethnie du Sud, du côté de sa mère. Donc, il y a ce qu'on appelle des cérémonies d'initiation pour les hommes. Donc, ça dépend des âges et tout ça. Donc, ils vont au bois sacré. Et puis ça, c'est une école de la vie où on apprend à ces hommes-là à avoir certaines valeurs. Comme si je peux les donner. Donc, il y a ce qu'on appelle le job. Ça veut dire que, donc, il faut être courageux. Donc, le kersa. Donc, ça, c'est être pudique, en fait, d'une certaine manière. Et ça, ce sont des choses que j'ai tenu vraiment à mettre en exergue dans ce livre-là. Dans votre façon justement de présenter le développement personnel à la fois lié aux différents concepts en fait, aux différents concepts ou simplement idéologies ou paroles ou mots en fait qui sont liés à une culture spécifique ou bien simplement à une tradition. Maintenant, lorsqu'on parle de développement personnel, du point de vue de la culture, des cultures externes ou différentes, on parlera d'une série d'activités. Ça peut être le sport, ça peut être l'éducation, ça peut être, je vais dire aussi, la lecture, ça peut être cette volonté, c'est aussi cette volonté-là de se rééduquer, de se retransformer pour être une meilleure personne. Alors, je vous demanderai à vous, parlons comme ça d'un jeune garçon de 20 ans qui n'a jamais eu affaire, en fait, à la culture africaine, mais qui est un Africain qui est né en Europe. Quelle est la série d'activités? Quelles sont les séries d'activités que vous pourrez proposer à un jeune homme, en fait, de manière pratique pour qu'il puisse justement vivre l'expérience justement du développement personnel africain? Alors déjà, donc pour un jeune homme, comme vous m'avez dit, qui n'a jamais voyagé en Afrique, la première chose, c'est qu'en fait, il faut qu'il aille faire un tour en Afrique. C'est-à-dire, il faut se mettre d'abord dans le contexte. Donc, s'il va faire donc un tour en Afrique, il va déjà voir la différence. Donc déjà de prime abord quand on descend à l'aéroport, donc on va voir la différence. On va voir aussi le fait s'il y séjourne, qu'il reste un peu genre comme je sais pas, dépendamment des personnes. Donc et puis s'il y séjourne pendant un certain temps, il va aller embrasser ce qu'on appelle la culture, d'accord? Et puis il faut qu'il discute avec des gens, d'accord? Soit, donc, ça peut être, par exemple, voir des vieilles personnes qui peuvent lui raconter la culture. Donc, soit, donc, aller voir dans des bibliothèques. Donc, comme
si on parle, par exemple, on a de très, très grands savants comme Cheikh Anta Diop, ou bien on a de très, très grands écrivains comme Amadou Hampâté-Bâ ou bien Mariama Ba. Donc ça, c'est des choses, en fait, qui peuvent lui permettre de s'imprégner de la culture africaine d'abord. D'accord? Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a certaines activités effectivement qui peuvent permettre de renforcer le développement à l'africaine. Donc j'ai fait mention de ce que j'appelle le capoeira. Le capoeira, c'est un sport en fait qu'on pratiquait du temps de l'esclavage. Donc c'était des codes que les esclaves faisaient pour s'entraîner et se préparer en conséquence. Mais comme c'était codé sous forme de danse, les esclavagistes ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'ils dansaient, mais en réalité, ils s'entraînaient pour un éventuel soulèvement, si je peux le dire comme ça. Donc, la meilleure façon de se connecter à sa culture, c'est de se rapprocher de son pays d'origine, d'interagir avec des gens qui connaissent cette culture-là, de lire des livres en lien direct avec la culture. Et puis, comme j'ai dit tantôt, j'ai donné un certain nombre d'auteurs. Il y en a plein. Et puis aussi, échanger avec des communautés pour voir. Et puis, quand il va retourner dans son pays d'origine, ce qui est bien, c'est qu'avec nous, la diaspora, on a tout le temps des associations. Nous faisons des activités, que ce soit au Canada, en France. Il y a tout le temps l'association des Camerounais, ou bien l'association des Nigériens, l'association des Sénégalais, l'association des Marocains. Donc, il y a ces associations-là, ils font des activités culturelles et puis il peut prendre part. Et puis l'autre chose aussi, c'est que si cette personne aussi ne parle pas sa langue d'origine, que ça soit le Wolof ou, bon, je sais pas, par rapport à d'autres pays, c'est quoi les langues, genre, comme on peut parler, apprendre une langue là. Mais le fait de comparer son pays de naissance, si je prends l'exemple du jeune homme de 20 ans, et son pays d'origine, il va se faire une idée. Et aussi, il y a quelque chose aussi que nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité là. C'est-à-dire, il faut qu'on apprenne à l'enfant très, très tôt que l'enfant vient de quelque part. Comme je vous ai dit tantôt, on sera toujours d'origine africaine. Donc, il faut apprendre à l'enfant, dès le bas âge, que on est différent, mais cette différence-là rend le monde meilleur. Et surtout, ça prend du sens, c'est du sens. La différence, c'est ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus unique qu'on a dans ce monde, en fait, en réalité. On ne fait qu'un, mais on est différent. Alors, aujourd'hui, vous êtes coach de bien-être, justement, avec un livre, vous êtes auteur aussi. Comment vous, je dirais, vous jonglez avec votre vie au quotidien? Alors, donc, c'est vrai que pour pouvoir écrire, il faut d'abord avoir un conjoint qui vous soutient. Donc moi, l'écriture a toujours été la passion. Donc j'ai commencé à écrire très très tôt quand j'ai accouché de ma fille en 2011. À l'époque, je me rappelle comme j'étais toute seule chez mon beau-frère à Paris. Donc pour ne pas m'ennuyer, j'écrivais des concepts d'émissions et plein de choses. Malheureusement, il y en a beaucoup que j'ai perdu parce que j'écrivais sur des feuilles au hasard et puis l'essentiel c'est qu'il fallait que l'inspiration sorte. Mais j'ai vraiment commencé à réécrire durant la pandémie. Donc, j'ai accouché de mon troisième enfant. Et puis, j'étais en confinement, comme tout le monde. Donc, j'ai commencé à écrire. Et puis, je me suis dit, ce que j'écris là, il faut que je le garde. Et puis, j'ai eu la chance, honnêtement, d'avoir un mari qui me soutient. C'est-à-dire, comme là, en ce moment, il garde les enfants parce qu'il sait que je suis en entrevue. Donc, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de projets. Quand on s'y met, on a besoin de ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire en fait, on a besoin de support. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint, une famille, des amis qui me soutiennent dans cette passion-là. Et pour tout ça, je remercie ces gens-là qui sont vraiment très, très importants pour moi. Dans une famille, les amis, c'est un cercle serré qui vous soutient, qui vous soutiennent autant que moi au quotidien. Alors, parlons justement de votre œuvre la plus récente qui est ce livre que vous avez émis sur le développement personnel à l'africaine. Je sais que vous l'avez créé, vous l'avez écrit, ça fait déjà pratiquement depuis la pandémie à la base. J'aimerais savoir comment se passe, quelle est l'émotion que vous ressentez lorsque vous avez votre ouvrage créé, votre livre physique en main?
Quel est votre sentiment? Lorsque vous recevez, je veux dire, vous recevez de l'éditeur justement votre livre, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'histoire derrière ce livre-là justement? Quel est le sentiment? Est-ce que vous vous réveillez le matin, vous vous dites non, le livre il a envie d'arriver, non, non, comment ça se passe en fait? Je veux connaître, je veux partager avec vous l'émotion, je veux partager avec les téléspectateurs qui vous suivent l'émotion que vous ressentez à voir votre devenir, votre pensée, votre vision devenir réalité. Alors, honnêtement, j'étais pas partie pour écrire un livre, en toute sincérité. Moi, j'écrivais, et puis comme j'avais un blog que j'ai créé en 2020, j'écrivais simplement, et puis j'écrivais sur n'importe quel thème. Parce que vous savez, en matière d'écriture, l'inspiration peut venir à n'importe quel moment. Des fois, je me levais la nuit et même je gratinais dans le noir. Mon mari me dit, allume la lumière. Je dis, c'est pas grave. C'est juste une idée que j'ai eue, donc je vais juste le gratiner parce que le matin, il faut que je le développe. Donc, j'écrivais sur différents thèmes. Donc, tout ce qui me passait par la tête, j'écrivais. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne amie qui m'a dit, écoute, parce que c'est elle qui à la base, donc, a créé mon site parce qu'elle est ingénieure informatique. Elle me dit, écoute, Ndeye Fatou, ce que tu as écrit là, il faut le matérialiser parce que c'est magnifique. J'avais de très bons commentaires et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, donc on va essayer de le mettre sur papier pour voir quel impact ça aura. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte, comme on dit, le hasard n'existe pas. Et puis moi, avec mon expérience, je le crois vraiment. Parce qu'il s'est avéré que tout ce que j'écrivais, y avait qu'un seul fil conducteur. C'est-à-dire tout tournait autour du développement personnel. Tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste regardé mes textes et puis j'ai essayé de les réorganiser. Donc, je suis partie me renseigner donc sur Internet. J'ai posé des questions aussi par rapport à des gens qui ont écrit des livres et tout ça. Donc, je me suis corrigée toute seule. Donc, j'ai fait la mise à jour. Et puis, il y a une nièce à mon mari qui est adjointe administrative au Sénégal, donc qui est très, très forte en bureautique et tout ça. Donc, c'est elle qui a pu faire tout ce qui est la mise en page. Et puis, j'ai travaillé aussi avec une très bonne amie qui est une ancienne amie de la maison d'éducation Maria Baba, Hadi. Elle aussi, c'est elle qui a fait le dessin gratuitement pour moi. C'est comme si, en fait, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse faire mon œuvre. J'ai eu tout gratuitement. Mon site, mon ami Alima, elle l'a fait gratuitement. Donc, j'ai eu l'infographiste Alassane qui a pu matérialiser le dessin. Donc, et puis le dessin, comme je le dis, c'est Hadi qui l'a fait gratuitement. Elle me dit, dis-moi ce que tu veux et puis je le matérialise. Donc, du coup, toutes les conditions étaient réunies. Et puis, ce que j'ai dit, j'ai discuté avec mon père parce que ici, les coûts pour éditer un livre, c'était vraiment très, très cher. Et puis, je me suis dit, comme c'est un petit recueil, et puis c'est une première expérience, je vais tenter l'auto-édition. Et puis, j'ai appelé ILP Dakar, qui est une branche, en fait, de l'Harmattan. Et puis, ils m'ont expliqué les conditions. Et en toute honnêteté, mon père, il me dit, je crois en ton projet, les yeux fermés. C'est ton rêve et je vais t'aider à le réaliser. Donc, quand on a fait les premières impressions, je n'étais pas très sûre. J'ai dit, écoute, on va imprimer 30 livres là parce que je ne suis pas sûre d'écouler. Donc, quand on a imprimé les 30, on les a livrés donc, au cabinet de mon père. J'appelle mon père, je lui dis, alors, qu'est-ce que ça donne? Il me dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, donc, je te bénis. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, de bouche à oreille, donc, j'ai commencé à faire la publicité. Et puis, ma famille aussi, donc, notamment ma petite sœur, mamie qui m'a aidée. Donc, on a commencé à faire ça. Et puis, par la suite, mon père, il me dit, écoute, ça se vend très bien. Donc, on va imprimer encore 100. Donc, on a encore imprimé d'autres exemplaires. Et puis, comme ici aussi, j'ai de très bons amis au sein de la communauté. Et puis, d'anciens collègues, des collègues à mon mari. Et puis, tout le monde a commandé. J'ai, bien entendu, fait rapatrier certains exemplaires. Et puis, en toute honnêteté, même maintenant, là, je dois, après l'interview, c'est sûr que je vais aller faire des dédicaces pour pouvoir expédier des commandes. Mais comme je vous dis, c'est une très, très belle expérience. Et puis, pour ceux qui veulent écrire, la meilleure façon d'écrire, commencer par un blog, parce que le blog est un excellent entraînement pour un futur auteur. Donc moi, voilà, ça c'est un rêve qui s'est réalisé. Et puis je vais continuer l'aventure parce que donc ce que j'ai décidé, c'est qu'en fait celui-là, ça va être le tome 1.
Parce que je sais qu'il y a des sujets dont je dois débattre. Et puis, parce que par rapport à des gens qui l'ont lu, donc mon frère, il m'a fait ses commentaires, il me dit, écoute, je sais que tu vaux mieux que ça, et puis je sais qu'il y a d'autres commentaires que tu auras par rapport à ton œuvre, mais il y a d'autres thèmes que tu dois aller fouiller. Donc, j'ai décidé que ce tome-là sera le tome 1. Et puis, on va aller creuser au niveau de l'Afrique et montrer que l'Afrique a énormément, énormément de richesses du côté du bien-être, du côté du développement personnel, du côté de la confiance en soi et de l'estime de soi. Alors là, c'est magnifique. Après, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. N'attends pas moins Ben oui. Non, parce que pourquoi c'est l'Afrique, après c'est tout ça. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes auteur, un magnifique parcours, mais surtout, je souhaiterais vous poser une question. La dernière question avant que, justement, je vais vous laisser partir parce que enfin, quelqu'un qui me ramène chez moi, enfin, quelqu'un qui me ramène dans ma tradition, qui me ramène dans mes cultures. Alors, je ne vais pas vous laisser, c'est pas possible. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Voilà. Alors, je vous demanderai quels sont les 5 conseils que vous donnerez aujourd'hui à une jeune dame ou à un jeune homme, en fait, à un jeune Africain qui souhaiterait se lancer pleinement dans, je vais dire, dans l'écriture, en fait, dans le coaching, mais surtout dans un coaching lié à notre culture, à nos traditions, lié à notre continent qui est le continent africain. Parce que déjà, je présume que ce n'a pas été évident pour vous d'avoir tous les concepts, toutes les informations que vous recherchez. Étant résidente au Canada, à la base, ça n'a pas été un moment de, je vais dire, un passage récréatif. Donc, je vous demanderai donc 5 idées, 5 conseils que vous donnerez à un jeune qui aimerait se lancer dans l'écriture, mais une écriture autant pour moi liée à la culture africaine. D'abord, de se renseigner sur la culture africaine de manière générale. Et puis ça, on peut le faire avec différents supports. C'est vrai qu'on a l'Internet, mais le mieux, c'est d'aller lire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs africains qui sont vraiment, vraiment très calés sur ces sujets-là. Donc, tantôt, je vous ai donné l'exemple de Amadou Ampateba, Mariam Ba, Cheikh Diop. Donc, on en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, si vous vous souvenez, donc, je pense que donc, en Afrique de l'Ouest, en général, en Afrique francophone, on a à peu près le même programme quand on est au lycée. Donc, il y a certains livres qui faisaient partie, par exemple, de notre formation qu'on devait lire et tout ça. Donc, ces livres-là peuvent permettre à la personne qui veut être auteur de s'imprégner de la culture africaine d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut pas être complexé. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est-à-dire, il faut aimer sa culture, être capable de faire jaillir ses connaissances, d'accord? Et puis, la troisième chose que je dirais, c'est que il faut pas avoir peur. Parce que quand vous allez commencer une aventure ou bien un projet, vous devez compter d'abord sur vous-même. Parce que si vous comptez sur les autres, peut-être que les autres n'adhéreront pas à votre projet et vous risquez d'être déçus. Donc, il faut compter d'abord sur vous-même, vous dire que donc vous avez des capacités et c'est à vous de montrer aux gens que vous pouvez y arriver. Alors, l'autre chose, c'est qu'en fait, je dirais une bonne maîtrise de la langue. Donc, il faut aller se perfectionner. Donc, parce que l'écriture, c'est une tâche qui n'est pas vraiment très facile. Parce que même moi, je vais être honnête, avec les premiers tirages, je me suis mise à me relire pour voir s'il n'y avait pas d'autres coquilles, s'il n'y avait pas genre comme d'autres tournures à faire pour améliorer. Donc, des fautes, on va en faire, on en fera, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'en fait, il faut qu'on essaie tout le temps de se perfectionner. Et puis, l'autre chose que je dirais, donc, d'être créatif. D'être créatif, ça, c'est très, très important parce que quand vous écrivez, le but, c'est que ça vienne du cœur pour que vous touchiez un autre cœur. Donc, il faut avoir de la créativité. Donc, c'est ça que je dirais à ces gens qui veulent écrire et écrire surtout donc à l'africaine. Parce qu'en ce moment, l'Afrique a vraiment besoin de cette nouvelle génération décomplexée pour pouvoir montrer qu'on a de belles choses chez nous et qui méritent d'être mises en exergue.
il mérite d'être mis en examen, mais surtout qu'il mérite d'être promu au poste, à la place qu'il mérite.